après Arles et Villeurbanne. Après Paris et Strasbourg, c'est Gennevilliers qui va accueillir en 1950 le 12e congrès du Parti communiste français. Gennevilliers va être cette année le rendez-vous de l'espérance et de la paix. La municipalité a mis à la disposition du Parti communiste le marché des Grésillons. Un vrai marché du samedi où on trouve plus de marchandises sur les éventaires que d'argent dans la poche. Le samedi 1er avril, à 2 h de l'après-midi, les commerçants plient bagages comme chaque semaine. Le congrès doit s'ouvrir dimanche à 9 h du matin, dans 18 h. « 900 délégués, des journalistes, des radioreporters, des observateurs étrangers vont arriver. Un congrès communiste, c'est un congrès d'études, un congrès de travail. Les délégués ne pourront pas écrire sur les éventaires ou sur leurs genoux. Va-t-on entendre les orateurs dans cette grande halle qui résonne si fort? Ne vous impatientez pas. Le congrès aura une salle digne de lui pour l'accueillir. Gennevilliers 1950 commence par un miracle sans baguette magique, un miracle de main d'homme. En une après-midi et une nuit, 150 ouvriers vont transformer un marché couvert en un palais de bois, de toile et de fer, ouvert aux délégués de toute la France. Ce n'est pas un conte des 1001 nuits, c'est l'histoire vraie d'une seule nuit. Le travail est minuté presque au quart de seconde, harmonieux, comme une belle mécanique d'horlogerie, précis, comme un horaire de chemin de fer. L'architecte a étudié son affaire avec chaque équipe, avec les parqueteurs, avec les menuisiers, avec les électriciens, avec les peintres, avec les spécialistes qui vont édifier les charpentes en tubes métalliques montés sur roulettes et dont l'ensemble représente plus de 4 km de tubes, avec les tapissiers enfin qui vont déployer des centaines de mètres carrés de tenture. Il a conclu, il me faudra 16 heures. Voulez-vous savoir comment on fait une porte en 30 secondes? Regardez. À 2 h du matin, les fresques sont délivrées du papier qui les protégeait et révèlent les 350 mètres carrés de décoration réalisés sur tout le pourtour de la salle par les peintres Mireille Miaille, Boris Tatliski, Graciès, Singer et Bancel. À 3 h du matin, des difficultés imprévues ont fait prendre un léger retard. Pourra-t-on ouvrir le congrès à 9 h? À 4 h 30 du matin, 375 tables sont mises en place. Le retard est presque comblé. À 5 h du matin, quand on commence à disposer les 1200 chaises, le retard est complètement rattrapé. À 6 h, le matériel de travail est distribué, les bureaux équipés. Les téléphones qui vont relier le congrès avec le monde sont branchés. L'architecte Métriche et le camarade Nénig, les responsables de ce travail ont eu chaud. Ils peuvent respirer. Il est 9 h moins le quart. Après 16 heures de travail, la salle du congrès est prête. Et tandis que les travailleurs de la nuit vont prendre un repos bien gagné, les délégués maintenant peuvent arriver. Camarades de la France entière, Gennevilliers vous souhaite la bienvenue. Le premier comme toujours au rendez-vous du peuple français, Maurice Thorez arrive, en compagnie de Jeannette Vermersch. Puis, voici tour à tour Marcel Cachin, Jacques Duclos, Waldeck-Rochet, Joliot-Curie, Georges Cognot, Aragon et Fleury-Mont-Bonte. L'immense vaisseau s'emplit peu à peu des délégués venus de toute la France. Tous ceux qui se retrouvent ici, que ce soit Thorez, Duclos et Lecoeur, ou bien Marty, Tillon et Cachin,
ou encore Casanova et Michaud. Que ce soit les délégués dans la salle ou les membres du bureau élus qui prennent place à la tribune du Congrès, la même volonté les anime et la même émotion quand, en leur apportant le salut de leurs 100 000 camarades de la région parisienne, Raymond Guyot prononce la formule traditionnelle. Je déclare ouvert le 12e congrès du Parti communiste français. Au travail maintenant. La base va en être la lecture du rapport de Maurice Thorez, secrétaire général du parti, au nom du comité central. Extrait de cet immense tour d'horizon politique, quelques-uns des passages les plus importants. Camarades, le 11e congrès de notre parti, réuni à Strasbourg en juin 1947, alerta le peuple de France contre les lourdes menaces que l'expansionnisme américain fait peser sur la paix du monde et sur l'indépendance des nations. Notre congrès dénonça les politiciens réactionnaires et autres aventuriers qui excitent ouvertement au déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Les 1000 délégués et à travers eux des millions de Français attachés à la paix écoutent avec une attention passionnée Maurice Thorez démonter le mécanisme qui conduit à la volonté d'agression les nations capitalistes. Toute la politique du bloc impérialiste dirigé par les États-Unis n'est que la préparation d'une troisième guerre mondiale. Les impérialistes américains déploie sur tous les continents une énorme activité politique, économique, militaire et idéologique. Ils s'efforcent d'accaparer partout les matières stratégiques qui leur sont nécessaires pour préparer la guerre. Ils poussent fébrilement à l'organisation de leurs bases d'agression militaires, navales et aériennes à travers le monde entier. La défense de l'hémisphère occidental, comme ils disent hypocritement, passe par le Cap Nord, l'Elbe, les Dardanelles, l'Iran, Singapour, l'Indochine et le Japon. La doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains, est devenue la doctrine de Truman, le monde entier aux capitalistes américains. La politique expansionniste des États-Unis revêt une forme particulièrement rapace avec le plan Marshall que nous avons dénoncé dès le début comme un plan d'asservissement économique et politique de l'Europe par les impérialistes américains, comme un plan de préparation à la guerre. Le plan Marshall, instrument de préparation à la guerre, a été complété par la nouvelle Sainte Alliance de Bruxelles, conclue entre les États colonialistes de l'Europe occidentale, puis par les accords de Londres, qui ont installé à Fontainebleau un état-major étranger, et par l'Union européenne, expression politique du bloc occidental, enfin par le pacte atlantique et le pacte d'assistance militaire. Le pacte atlantique tend à rassembler, sous la direction des impérialistes américains et pour leur guerre contre l'Union soviétique et contre les démocraties populaires, toutes les ressources humaines et matérielles des pays participants. Les pays signataires ont perdu toute possibilité de mener une politique indépendante et nationale. Ils sont les pions que manœuvrent les États-Unis dans la poursuite de leurs objectifs d'agression. Les impérialistes anglo-américains ont foulé aux pieds les décisions de Yalta et de Potsdam qui prévoyaient la dénazification, la démilitarisation et la démocratisation de l'Allemagne que l'on devait considérer comme un tout. Ils ont divisé l'Allemagne. Ils ont organisé un État de l'Allemagne occidentale
dont il relève activement l'industrie, afin que cet État puisse jouer son rôle dans l'épreuve de force tôt ou tard inévitable avec l'Union soviétique, selon les déclarations de M. Paul Schaeffer, un autre député américain. Puis Maurice Thorez montre quelle est la signification de la politique actuelle des gouvernements de la matraque et de la prison. Dès 1927, au 15e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, le camarade Staline disait « Pour faire la guerre, il ne suffit pas d'accroître les armements ni d'organiser de nouvelles coalitions. Il faut encore renforcer l'arrière des pays capitalistes. Aucun pays capitaliste ne peut se lancer dans une guerre d'envergure sans avoir préalablement assuré ses arrières, sans avoir maté ses ouvriers, ses colonies. Ainsi s'explique la fascisation graduelle de la politique des gouvernements bourgeois, disait Staline. Quoi d'étonnant après cela que les États-Unis renflouent et soutiennent partout les régimes fascistes et qu'ils ordonnent que soient prises chez nous et ailleurs des mesures policières et antidémocratiques qui feraient la voie au fascisme. Tito et sa bande de policiers ont arraché leur pays au camp de la paix et du socialisme et l'ont vendu aux capitalistes américains. Cette clique d'aventuriers, ayant escroqué la confiance des travailleurs et du peuple, exerce le pouvoir en s'appuyant sur les koulaks et sur les anciens privilégiés, et elle réinstalle le capitalisme dans ses anciennes positions. La Yougoslavie est devenue un pays de dictature fasciste, un État policier, une vaste prison où on assassine les meilleurs fils du peuple, ceux qui restent fidèles à leur patrie et à leur idéal communiste et internationaliste. Ainsi, comme autrefois les agresseurs fascistes, les impérialistes anglo-américains préparent la guerre dans toutes les directions et par tous les moyens. La menace est extrêmement grave. La paix est comme suspendue à un fil. Mais les peuples, mais les millions et les millions de simples gens ont la volonté et ils ont la possibilité d'empêcher la guerre et de sauver la paix à condition de s'unir et d'agir tous ensemble. Cette union, cette action, la salle du Congrès qui applaudit en est l'image. Abordant maintenant la seconde partie de son rapport, Maurice Thorez va souligner les progrès du camp de la paix. En face du camp impérialiste et antidémocratique, rongé de contradictions, sombrant dans la crise économique et n'en poursuivant qu'avec plus d'acharnement sa politique de préparation à la guerre, se dresse le camp démocratique et anti-impérialiste, le camp du socialisme et de la paix qui ne cesse de progresser et de se renforcer. En premier lieu, se développe toujours plus la puissance de l'Union soviétique. Quel démenti aux espoirs insensés et criminels des hitlériens qui avaient conçu le projet, bien au-dessus de leurs possibilités, d'anéantir l'Union soviétique et de régner sur ces immenses territoires. Quel démenti aux calculs des réactionnaires anglais et américains qui firent traîner l'ouverture du deuxième front dans l'espoir d'affaiblir l'Union soviétique et de la contraindre à subir leur volonté. La politique de paix de l'Union soviétique contribue de façon décisive à la consolidation et au resserrement du camp de la paix et de la démocratie. La politique de paix de l'Union soviétique répond aux aspirations de tous les peuples. Elle trouve son fondement dans la nature même du régime socialiste qui ne connaît plus les contradictions inhérentes au système capitaliste. Si le capitalisme c'est la guerre, le socialisme c'est la paix. Voilà pourquoi, répondant à des questions que l'on voulait embarrassantes pour nous, j'ai pu affirmer en toute tranquillité que l'Union soviétique ne s'est jamais trouvée, qu'elle ne peut pas se trouver, qu'elle ne se trouvera jamais en position d'agresseur. Grâce à l'aide fraternelle et vraiment désintéressée de l'Union soviétique, les pays de démocratie populaire sont également en plein essor économique. De Prague à Pékin, de l'Elbe au Pacifique,
800 millions d'êtres humains vivent sous le drapeau de la liberté et de la paix et travaillent à l'édification d'un monde meilleur qui ne connaîtra plus l'exploitation, la misère et la guerre. Les grandes organisations ouvrières et démocratiques internationales se renforcent. Les syndicats adhérents à la Fédération mondiale comptent 72 millions d'adhérents. La Fédération démocratique internationale des femmes groupe 80 millions de membres dans 59 pays. Elle déploie dans le monde entier une activité féconde. Son congrès de Budapest, sa récente conférence des femmes d'Asie ont été d'importantes manifestations de lutte pour la démocratie et pour la paix. La Fédération mondiale de la jeunesse démocratique compte 60 millions de membres dans 72 pays. Elle a organisé à Prague et à Budapest de magnifiques démonstrations de jeunes contre la guerre, pour la paix. Enfin, les progrès constants du camp démocratique sont attestés par le développement du puissant mouvement mondial des partisans de la paix, qui englobe des centaines et des centaines de millions d'hommes et de femmes. Le mouvement des partisans de la paix comprend des ouvriers, des paysans, des intellectuels. Le Congrès mondial des partisans de la paix rassembla à Paris l'an dernier les représentants de 600 millions d'hommes et de femmes, d'opinions et de religions diverses, communistes, socialistes, républicains libéraux, catholiques, protestants, libres penseurs. Le Congrès eut un retentissement considérable. Il élit un comité mondial et recommanda à l'organisation dans chaque pays de comités nationaux pour la défense de la paix. Par la voix de Maurice Thorez, l'appel lancé de Stockholm par le Congrès mondial des partisans de la paix va se répercuter de Gennevilliers à travers toute la France. Nous exigeons l'interdiction absolue de l'arme atomique, arme d'épouvante et d'extermination massive des populations. Nous exigeons l'établissement d'un rigoureux contrôle international pour assurer l'application de cette mesure d'interdiction. Nous considérons que le gouvernement qui, le premier, utiliserait contre n'importe quel pays l'arme atomique commettrait un crime contre l'humanité et serait à traiter comme criminel de guerre. Nous appelons tous les hommes de bonne volonté dans le monde à signer cet appel. Joliot-Curie, le grand savant et le grand combattant de la paix, a signé le premier cet appel historique en tête de plus de 100 personnalités éminentes, savants, écrivains, artistes, journalistes, parlementaires, hommes d'église et leaders syndicaux du monde entier. Dans tous les pays, poursuit Maurice Thorez, la classe ouvrière s'est placée à la pointe du combat pour la paix. Les dockers d'Alger, de Marseille, de Saint-Nazaire, de la Palisse, de Rotterdam, d'Anvers, de Gênes, de Livourne refusent de débarquer le matériel de guerre américain. Les marins, les cheminots refusent de le transporter. Notre affirmation solennelle que le peuple de France ne fera pas, qu'il ne fera jamais la guerre à l'Union soviétique. Notre ferme déclaration sur l'attitude qui serait celle des travailleurs si jamais les agresseurs du pacte atlantique osaient déclarer leur guerre anti-soviétique ont eu partout une grosse répercussion. Ainsi, à travers le monde, les forces de paix en progrès constant sont toujours plus actives. Les impérialistes perdent leur position l'une après l'autre. Le rapport des forces devient toujours plus favorable au camp de la paix, au camp de la démocratie et du socialisme. Mais encore une fois, il n'en faut pas tirer la conclusion dangereuse que tout péril est écarté. Au contraire, les impérialistes, parce qu'ils se sentent condamnés, deviennent encore plus enragés. Ce n'est qu'en doublant de vigilance et d'action que les partisans de la paix, que les peuples feront échec au plan monstrueux des agresseurs impérialistes et rendront la guerre impossible. C'est dans le cadre de la situation internationale, caractérisée par l'agressivité croissante du camp impérialiste et la résistance toujours plus forte que lui oppose le camp démocratique, qu'il faut voir la situation en France. Dans la troisième partie de son rapport, Maurice Thorez montre comment la France se trouve au seuil de l'abîme. Il rappelle comment les communistes ont été écartés du gouvernement en 1947.
Depuis cette date, la reconstruction a été stoppée. L'industrie est dans le marasme. Certaines branches, telles l'industrie aéronautique, sont en train d'être liquidées. Le nombre des chômeurs augmente tous les jours et atteint actuellement le chiffre de 500 000. Pour permettre aux impérialistes américains d'écouler leur surplus agricole, la politique gouvernementale oblige les paysans à réduire l'importance des cultures. D'autre part, alors que les prix sont passés de l'indice 100 en 1938 à l'indice 1922, cette année, les salaires, eux, n'ont atteint que difficilement l'indice 884. La cause de cette misère, c'est l'accroissement incessant du budget de guerre. La guerre du Vietnam, la préparation de la guerre anti-soviétique et la répression contre les travailleurs coûtent cette année 600 milliards à la France. L'opposition grandissante des masses à la politique gouvernementale de réaction, de misère et de guerre inquiète sérieusement les maîtres américains. Ils déplorent ouvertement dans leurs feuilles le manque d'enthousiasme du peuple de France pour les bienfaits du plan Marshall. Ils nous taxent d'ingratitude parce que nous disons non à la guerre et à l'esclavage. Ils pressent nos gouvernants de prendre les mesures de coercition et de répression contre la classe ouvrière, contre les militants progressistes, contre notre parti communiste. Il faut reconnaître que les gouvernements présidés successivement par Ramadier, Schuman, Queuille et Bidault ne se sont pas fait prier. Avec Jules Moche, longtemps à la direction de la police, ils ont déclenché une répression violente contre les travailleurs et contre tous les partisans de la liberté et de la paix. Il s'agit de créer artificiellement, selon les procédés hitlériens, l'atmosphère de pogrom contre la classe ouvrière, ses organisations, ses militants et contre l'ensemble du mouvement démocratique. À la faveur de cette campagne et à l'aide des lois scélérates qui permettraient de décapiter les organisations ouvrières et démocratiques, on prépare l'avenue au pouvoir du général de Gaulle. Le peuple de France ne peut approuver un tel programme de réaction, de démission nationale et de guerre. Il ne peut que se dresser vigoureusement contre le complot gaulliste et contre le gouvernement qui favorise le complot. Il y a bientôt 2 heures que Maurice Thorez parle, sans effort, sans lassitude. C'est avec un accent d'une conviction profonde qu'il s'adresse à ceux qui pourraient être tentés de croire la guerre inévitable. Non, la guerre n'est pas fatale, du fait que dans les conditions du régime capitaliste, la guerre est toujours possible. Il ne s'ensuit pas que les peuples doivent s'y résigner. Les peuples, dans l'immédiat, peuvent faire échec au plan des fauteurs de guerre impérialistes. Ils peuvent, dans le développement de leur action, imposer les transformations politiques et sociales qui pour toujours mettront fin à la guerre en mettant fin au régime d'exploitation et d'oppression qui engendre les guerres. Comment faire reculer la guerre, interrogent certains. À cela, Maurice Thorez répond. L'union est la condition du succès des forces de paix. L'union pour l'action. Toutes les couches de la population, ouvriers, paysans, classe moyenne, hommes, femmes, jeunes, toutes les organisations ouvrières et démocratiques, syndicats, coopératives, clubs ouvriers, associations d'anciens combattants, associations familiales, groupements culturels, éducatifs ou religieux. Toutes les personnalités, savants, écrivains, journalistes, élus, tous ceux et toutes celles qui se prononcent pour la défense de la paix ont leur place dans le mouvement des partisans de la paix. Notre parti appelle à l'union et à l'action pour obtenir la réalisation du programme suivant. 1. Dénonciation du plan Marshall, du pacte atlantique et de toutes les conventions annexes. Participation active de la France à tous les efforts tendant à l'établissement d'une paix démocratique, juste et durable, fondée sur le respect de la Charte des Nations Unies. Réaffirmation de l'alliance franco-soviétique, garantie de paix et de sécurité pour la France. 2. Interdiction absolue de l'arme atomique. Établissement d'un rigoureux contrôle international pour assurer l'application de cette interdiction. Tout gouvernement qui, le premier, ferait usage de la bombe atomique serait considéré comme criminel de guerre. Conclusion d'un pacte de paix entre la France, l'Union soviétique, les États-Unis, l'Angleterre et la République populaire de Chine. 3. Application des accords de Potsdam
sur la dénazification et la démilitarisation de l'Allemagne. Reconnaissance de la République démocratique allemande qui respecte ces accords. Dénonciation des accords passés avec le gouvernement fantoche de l'Allemagne occidentale. Rupture avec ce gouvernement qui est au service des fauteurs de guerre américains. Mise en œuvre vis-à-vis de l'Allemagne d'une politique conforme à la sauvegarde de la sécurité française, au maintien de nos droits à réparation et au soutien des forces démocratiques et pacifiques d'Allemagne. 4. Arrêt immédiat de la guerre au Vietnam et rapatriement du corps expéditionnaire. Reconnaissance de la République démocratique du Vietnam. Soutien des peuples coloniaux dans leur lutte pour la liberté et l'indépendance. 5. Relèvement des salaires et traitements avec application de l'échelle mobile. Paiement immédiat des 3 000 francs par mois à tous les salariés. Application de la loi sur les conventions collectives avec un salaire minimum garanti. Satisfaction aux légitimes revendications des anciens combattants et victimes de la guerre, anciens prisonniers de guerre, chômeurs, retraités, sinistrés et vieux travailleurs. Défense de nos industries contre les atteintes et les menaces de l'impérialisme américain. Rénovation de l'agriculture française par une politique fondée sur les prix agricoles rémunérateurs et stables, sur la protection de nos cultures essentielles contre les grands exploitateurs d'outre-Atlantique et d'ailleurs. 7. Rétablissement de relations commerciales normales avec les pays du centre et de l'est de l'Europe. 8. Réforme démocratique de la fiscalité. Diminution massive des dépenses militaires. Affectation d'une part importante de ces crédits à la reconstruction et à la mise en œuvre d'une politique de logement. 9. Consolidation des conquêtes démocratiques, notamment la sécurité sociale, menacée par les grands capitalistes français et américains. 10. Défense de la légalité républicaine et des libertés constitutionnelles. Droit de grève, liberté d'expression, liberté de réunion, d'association et de manifestation. Abrogation des lois superscélérates. Abrogation de l'ordonnance de Gaulle permettant de priver arbitrairement des citoyens de leurs droits civiques. Abandon de toutes les poursuites contre les ouvriers défendant leur pain, contre les patriotes défendant la paix, contre les élus du peuple fidèles à leur mandant. Désarmement et dissolution des groupes paramilitaires de guerre civile organisés par le RPF. 11. Révision des mesures d'impunité prises à l'égard de nombreux traîtres. Châtiment des corrupteurs et des corrompus. Libération des combattants de la résistance, des grévistes et partisans de la paix arbitrairement emprisonnés, poursuivis ou condamnés. Tel est le programme que nous soumettons à l'approbation des masses populaires. Leur action peut imposer et elle imposera l'application de ce programme. Quand les rapports de classe se modifient, la répercussion s'en fait sentir inévitablement sur le plan parlementaire et gouvernemental. C'est en vain que de petits hommes croient pouvoir, par de petits moyens et des combinaisons électorales méprisables, contenir la poussée grandissante des masses populaires. Autant vouloir faire remonter le fleuve à sa source. La classe ouvrière, le peuple de France frayeront leur voie, quels que soient les obstacles. Plus la digue qu'on prétend élever contre elle sera haute, plus la marée populaire déferlera à travers notre pays. Il dépend de nous, communistes, que se produisent au plus vite les changements nécessaires. Il dépend de nous, de nos efforts, de notre ténacité, que se développe irrésistiblement et jusqu'à la victoire complète la bataille pour la paix et pour l'indépendance nationale. 30 années d'efforts et de combats incessants pour la paix ont préparé notre parti à cette grande bataille qui décide du sort de la France et de toute l'humanité. Le Parti communiste est le parti de la paix. Il est né dans la lutte pour la paix, autour des hommes qui s'étaient dressés du fond de leurs tranchées sanglantes contre la première guerre impérialiste. Maurice Thorez, après avoir évoqué l'activité du parti pendant les 2 dernières années, rappelle aux militants que le premier devoir du communiste, c'est la fidélité absolue,
la confiance totale envers le bastion de la paix, la patrie du socialisme, l'Union soviétique. Ceux qui doutent, ceux qui hésitent à propos de l'Union soviétique, sombrent en vérité dans le nationalisme, dans le chauvinisme. Ils rompent avec les principes de l'internationalisme prolétarien, tels que précisément Staline les formulait le 1er août 1927. L'internationaliste est celui qui est prêt à défendre l'URSS sans réserve, sans hésitation, sans condition, parce que l'URSS est la base du mouvement révolutionnaire mondial et qu'il est impossible de défendre, de faire progresser le mouvement révolutionnaire sans défendre l'URSS. Car celui qui pense défendre le mouvement révolutionnaire mondial sans et contre l'Union soviétique, celui-là va contre la révolution et roule inévitablement dans le camp des ennemis de la révolution. Après avoir passé au feu de la critique et de l'autocritique l'activité des fédérations, après avoir relevé certaines faiblesses, après avoir procédé à un examen de l'organisation et du développement du parti, Maurice Thorez en arrive à la conclusion de son rapport qui ouvre sur les perspectives immenses de l'avenir. Camarades, nous venons de voir les questions de la vie intérieure du parti, de son organisation, de la formation de ses cadres. Nous avons mis l'accent sur le défaut, les faiblesses, les erreurs qui entravent le développement du parti et de son action à la tête des masses populaires. C'est parce que nous avons le souci de bien remplir notre tâche et avant tout de contribuer avec honneur à la grande bataille pour la paix et pour l'indépendance nationale. Dans les prochains jours, avec tous les partisans de la paix et en application des décisions de Stockholm, nous allons décupler nos efforts pour que s'exprime massivement la condamnation populaire contre l'arme atomique, arme d'agression et d'extermination des peuples. En combattant pour la paix, nous combattons pour le socialisme, nous combattons pour le communisme, nous combattons pour la plus belle et la plus juste des causes. Le communisme est à l'ordre du jour. Toutes les attaques, toutes les calomnies, toutes les persécutions dirigées contre le communisme ne peuvent que le grandir et le renforcer. On évoque fréquemment les progrès du catholicisme dans les premiers siècles de notre ère. Les premiers chrétiens étaient persécutés par les privilégiés de l'époque, par les propriétaires d'esclaves. La société esclavagiste était cependant condamnée et elle finit par disparaître pour faire place à une société nouvelle, à la société féodale qui correspondait au développement des forces productives et aux nouveaux rapports de production. Il y eut tout de même 3 siècles de la conversion de Paul à l'édit de Milan qui faisait du catholicisme encore limité au bassin méditerranéen la religion de l'Empire romain. Mais il ne s'est écoulé que 70 années entre la parution du manifeste communiste et le triomphe de la révolution socialiste d'octobre. Mais au premier centenaire de l'œuvre immortelle de Marx et d'Engels, 800 millions d'hommes de l'Elbe au Pacifique ont déjà rompu les chaînes du système impérialiste et entrepris la construction de la société nouvelle. Et des dizaines de millions d'autres hommes dans les pays où sévit encore le capitalisme sont gagnés aux idées de Marx et d'Engels, de Lénine et de Staline. Les forces productives dans l'actuelle société capitaliste sont entrées violemment en conflit avec les rapports de production basés sur la propriété de toutes les richesses de la nation par une minorité parasite et sur l'exploitation et la misère de l'immense majorité des producteurs privés de toute propriété. La société capitaliste est condamnée. Elle doit faire place et elle fera place au socialisme, au communisme. Les nouveaux rapports de production, fondés sur la propriété collective des moyens de production, permettront un développement illimité des forces productives et de toutes les facultés de l'homme devenu le maître de la nature. Alors, le bonheur et la paix régneront sur toute la terre. Alors, selon le mot de Marx, il y aura pour tous du pain et des roses. Allons au travail, camarades. Allons au combat
confiant dans les forces de la classe ouvrière, confiant dans les forces du peuple, tranquille et sûr que l'avenir, quoi qu'il arrive, appartient au communisme. Allons avec ardeur et confiance à la bataille pour la paix, pour l'indépendance nationale, pour la France. Vive le Parti communiste français! Vive la France, libre, démocratique et indépendante! Vive le communisme! Vive la paix! Pendant 4 jours, le rapport de Maurice Thorez va maintenant être la base de discussion. Les délégués, dont plus de la moitié ont moins de 30 ans, comptent dans leur rang 619 ouvriers, 115 paysans, 21 ouvriers agricoles, des petits commerçants, des artisans. Ils ont frappé tous les témoins du Congrès par leur sérieux, leur vaste information, la richesse de leur expérience et de leur réflexion. Les journalistes du monde entier étaient là pour en témoigner. Le Parti communiste n'a pas de secret, pas d'autre secret que la conscience, l'humanité, le courage des hommes qui le servent. Conscience et courage, oui, des dockers de Marseille aux ouvrières des textiles du Nord, des paysannes du Vaucluse aux métayers des Landes, de ceux de la Corse à ceux de la Seine, du métallo de chez Renault aux mineurs de Saint-Étienne, de la ménagère de Port-de-Bouc aux militants du Béarn, du poète Louis Aragon au savant Joliot-Curie et au peintre Boris Taslitsky et André Fougeron, le Congrès représentait, comme l'a dit Maurice Thorez, la chair de la chair du peuple de France. Du monde entier, les représentants des peuples en lutte sont venus saluer le Congrès. Voici les porte-paroles des peuples coloniaux. Vietnam, Afrique noire, Algérie, Maroc, Tunisie. Les représentants des partis frères sont venus nombreux, malgré l'arbitraire du gouvernement qui a tenté par tous les moyens d'empêcher leur présence à Gennevilliers. Ceux qui n'ont pu être là, télégrammes et messages, d'heure en heure, apportent leur salut et leurs vœux. Varsovie, Sofia, Prague, Carlos Prestes et le peuple brésilien, Mao Tse-tung et la Chine nouvelle. Et voici le message du parti bolchevique, le parti qui a réalisé le socialisme sur un 6e du globe, le parti de Lénine et de Staline. Le second point à l'ordre du jour du Congrès est abordé dans le rapport de Waldeck-Rochet, consacré à la défense de l'agriculture française et des travailleurs de la terre. En voici un des principaux passages. De nombreux paysans se demandent effectivement ce que feraient les communistes s'ils accédaient au pouvoir. Ce que nous ferions, c'est très simple. Nous réaliserions une véritable réforme agraire ayant pour objet de remettre la terre à ceux qui la travaillent. Comme nous sommes loin dans tout cela des campagnes mensongères sur les communistes qui vont tout prendre, nos calomniateurs affirment parfois que nous dissimulons nos buts parce que la révélation de ceux-ci serait, paraît-il, susceptible de détourner les masses du parti. Pourquoi chercherions-nous à dissimuler nos buts? N'est-ce pas au contraire en faisant connaître largement notre programme agraire dans les campagnes que nous rassurerons, que nous éduquerons, que nous gagnerons la masse des petits et moyens paysans que l'ennemi a pu tromper. L'immense masse des paysans travailleurs de France a tout à gagner à l'application de ce programme qui réalise le grand rêve de tout paysan travailleur en lui assurant la terre. Puis, le nouveau secrétaire à l'organisation, Auguste Lecoeur, développe un important rapport sur les problèmes d'organisation du parti. La théorie marxiste-léniniste, tout comme la physique et la biologie,
est une science vivante qui ne saurait rester figée dans des formules, qui s'enrichit sans cesse des expériences nouvelles et des connaissances nouvelles. Ce n'est pas seulement le programme et la tactique de notre parti qui sont élaborés partant de la théorie du marxisme créateur, mais aussi les principes, les formes et les méthodes d'organisation du parti. Par conséquent, en matière d'organisation, faire comme on a toujours fait est une monstruosité qu'il nous faut combattre à boulet rouge. Auguste Lecœur rappelle les tâches politiques qui incombent aux cellules d'entreprise. Considérer l'occasion économique comme seul moyen pour engager la lutte politique contre le gouvernement et contre le régime capitaliste est une conception qui fut combattue avec beaucoup de vigueur par Lénine. À quoi peut aboutir une telle conception? Supposons une période où les salaires seraient considérés comme suffisants. Alors le moyen de lutte économique est limité. La lutte contre le gouvernement et le capitalisme est du même coup limitée. C'est pourquoi le rôle essentiel des cellules d'entreprise est de mener la lutte partant des raisons politiques. Sur cette base, rassembler les travailleurs, réaliser leur unité d'action de façon à éclairer les perspectives de lutte des ouvriers. Non pas avec au bout une augmentation de salaire, mais la lutte pour la suppression du capitalisme, la lutte pour le socialisme, même si le gouvernement capitaliste paraît à un moment donné satisfaire aux conditions matérielles des travailleurs. Au cours de son intervention sur la lutte des jeunes contre la guerre du Vietnam, André Marty rappelle avec vigueur les grands principes d'action qui doivent guider les communistes. Une action, disait Lénine, vaut mieux que 100 résolutions. Et ce mot d'ordre de Lénine, répété si souvent par Maurice Thorez, il doit être présent dans le cerveau de chaque camarade. Au moment où les dangers nous menacent, c'est vrai que nous sommes les plus forts. Et de beaucoup. Mais à condition de s'unir et d'agir. Au terme d'un rapport puissant consacré à la lutte contre le fascisme, Jacques Duclos conclut vigoureusement. Nous irons de l'avant dans la voie du renforcement de la lutte pour la démocratie et pour la paix, avec à notre tête notre cher camarade Maurice Thorez, dont nous allons bientôt fêter le 50e anniversaire. Nous irons de l'avant dans la voie du renforcement de notre parti, en recrutant des milliers et des milliers d'adhérents nouveaux qui, sous le signe de la promotion de la paix lancée par notre 12e congrès, viendront prendre place dans les rangs du grand parti qui a à sa tête le défenseur de la paix, qu'est notre secrétaire général Maurice Thorez. Nous irons de l'avant en disciples fidèles du grand Staline, notre maître en socialisme. Nous irons de l'avant en combattants courageux de la grande cause du communisme. Nous irons de l'avant en défenseurs passionnés de l'indépendance nationale. Nous irons de l'avant en militants dévoués jusqu'à la mort à la cause de la classe ouvrière et de son unité de combat. Nous irons de l'avant en rassembleurs inlassables des forces de démocratie et de paix. Nous irons de l'avant et par notre lutte, à la tête de la classe ouvrière, à la tête du peuple, nous barrerons la route au fascisme. Nous sauverons la paix, nous conduirons la France sur les chemins du socialisme. Et voici la dernière séance. Benoît Frachon met aux voix les résolutions qui vont décider de l'action du parti. De ce parti dont Maurice Thorez disait « Ces hommes croient ce qu'ils disent et font ce qu'ils disent ». Maintenant, le Congrès va élire le nouveau comité central du parti. Dans un enthousiasme joyeux, Georges Cognot annonce la candidature de Maurice Thorez. Et la foule des délégués acclame celui qui va être réélu secrétaire général du parti. Georges Cognot annonce ensuite la candidature de Jacques Duclos. Après Thorez et Duclos, c'est André Marty.
Et Marcel Cachin va à son tour subir la joyeuse pluie de confettis improvisés. Au tour de Jeannette Vermerge maintenant, pour laquelle la chute de confettis va se faire tourbillon des bourrasques. De nouveaux militants et militantes, jeunes et combatifs, sélectionnés dans la lutte, viennent renforcer le nouveau comité central, qui va prendre en main, à la tête du Parti communiste et du peuple français, la lutte pour la paix, pour la démocratie, pour une France libre, forte et heureuse.